Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Bonsoir, je m'appelle Catherine Mercier, j'anime la Semaine verte à la télévision de Radio-Canada depuis 2013 et ce soir, je suis très, très contente d'être avec vous pour animer cette table ronde avec deux auteurs. D'abord, je vais vous les présenter, évidemment. Élisabeth Cardin, bonsoir. Salut. Alors, Élisabeth Cardin, vous signez Le temps des récoltes, cultiver le territoire chez Atelier 10. C'est le premier livre que vous signez. En fait, il est sorti juste après le gros que vous allez présenter, mais c'est mon premier livre en solitaire. En solitaire. Oui, mais le deuxième en carrière. Et parce que vous co-signez également, cette fois-ci, chez Cardinal, L'érable et la perdrix, très beau titre, l'histoire culinaire du Québec à travers ses aliments, avec Michel Lambert. Michel Lambert, bonsoir. Bonsoir. C'est vraiment un honneur d'être ici avec vous ce soir. Et je veux d'abord commencer par parler de ce livre-là, qui est un peu un électron libre, étonnant par sa forme, un peu difficile à classer, parce qu'on est, oui, un peu dans le livre de recettes, mais en fait, dans un livre d'histoire aussi, il y a des récits de voyage, il y a de la poésie. C'est très, très personnel, très touchant. De magnifiques photos aussi ponctuent ce livre-là. Parlez-nous un peu de la démarche, parce que vous avez dû faire des choix. Si je comprends bien, vous avez choisi des ingrédients en particulier à travers lesquels vous nous racontez cette histoire culinaire-là. Comment vous êtes arrivé à cette idée? Élisabeth, je pense, peut raconter les débuts de Ben notre oui. rencontre. J'ai voulu écrire un livre parce que moi, il faut dire que j'ai un restaurant Oui, évidemment. aussi à Montréal qui s'appelle le Manitoba, où on travaille presque exclusivement des ingrédients locaux. Donc, c'est comme toute une quête, une recherche sur l'alimentation, sur les relations entre le restaurateur et le producteur. Fait que, ça fait presque 10 ans que je pense constamment à ça. Puis je me disais, j'aimerais ça écrire un livre. Puis, dans mon cheminement au restaurant, un jour, on m'a présenté les ouvrages de Michel, parce que Michel en a écrit pas mal avant de sortir celui-ci, qui est un peu, on va dire une synthèse, mais c'est impossible parce que ses ouvrages sont immenses. Oui, on parle des 5 tomes ici Oui. de l'histoire de la cuisine familiale du Québec. Exactement. Et 5 tomes colossaux. C'est extraordinaire ce qu'il y a là-dedans. Michel, c'était... En tout cas, je vais continuer, puis vous en parlerez peut-être plus tard. Mais il fallait absolument que je rencontre cet homme-là, parce que je m'étais beaucoup promenée dans ses ouvrages, puis ça nous inspirait dans notre travail au resto. Puis c'est ça, un jour, on a mangé à la même table dans un événement. Puis j'ai dit, mon Dieu, c'est un honneur, comme j'aime votre travail et tout. Puis ensuite, je l'ai rappelé, puis j'ai dit, que diriez-vous de travailler ensemble pour faire une espèce de résumé de vos ouvrages qui serait publié dans un livre un peu sexy, au goût du jour, qui parlerait autant aux jeunes chefs, à la nostalgie des plus âgés, puis qui proposerait une espèce de cuisine d'avenir pour le Québec à travers son histoire, en tout cas. Fait qu'il y a beaucoup de... On s'est promené beaucoup à partir de ce moment-là, quand il a accepté. Ça a changé de forme plusieurs fois, mais on est arrivé. Puis je vais vous laisser continuer pour le choix des aliments, peut-être. Le choix aussi du cheminement du livre. Oui, bien, c'est ça. On avait une trentaine, je dirais, d'aliments importants pour l'histoire de la cuisine québécoise qui ont joué un rôle à partir de l'époque des Autochtones jusqu'au 19e siècle. Puis finalement, ben, on s'est entendu sur une vingtaine parce que j'avais trop de choses à raconter. Donc, ça nous limitait. C'est pour ça qu'on s'en est tenu à 20 aliments, qui auraient pu être d'autres aliments aussi. Mais ceux-là, je trouve qu'ils illustrent bien le rapport que toutes les nations, si tu veux, qui ont décidé d'habiter le territoire québécois, ont décidé ou en fait ont choisi comme aliment vedette de leur alimentation. Donnez-nous des exemples. Bien, je pense par exemple au peuple des nations algonquiennes. Leur poisson préféré, c'est le corrigone. Le corrigone, que mon père appelait le poisson blanc. Je me souviens quand j'allais à la pêche avec mon père, quand j'étais petit, il appelait ça des poissons blancs. Puis c'est de la même famille que le saumon. Puis c'est un poisson qui n'est pas très connu, puis qui n'est pas vendu dans nos marchés, mais qui a joué un rôle fantastique dans notre histoire parce que c'était le poisson préféré de toutes les nations algonquiennes du Québec, donc on peut dire du Nord.
Puis les Québécois qui y ont goûté, il y en a certains qui ne l'aimaient pas parce qu'il y a beaucoup d'arêtes. Mais ceux-là qui savaient le cuisiner comme les Autochtones le faisaient, ils le faisaient bouillir, puis ensuite c'était plus facile à enlever les arêtes. C'est aussi riche comme chair que celle du saumon. C'est un poisson magnifique. Alors, en même temps, en écrivant le livre, moi, je veux faire la promotion de ce qui pourrait être diffusé dans le futur pour le Québec comme cuisine. Pourquoi le Corrigan ne pourrait-il pas, par exemple, devenir un de nos poissons préférés, des poissons avec lesquels on pourrait faire toutes sortes de soupes ou de croquettes, ou enfin, même s'il y a des arêtes, il y a moyen de faire des choses magnifiques avec ce poisson-là. C'est intéressant parce que vous dites votre papa l'appelait le poisson blanc. Il y a en filigrane, je trouve, de vos deux ouvrages, ce thème-là du langage. Vous parlez même d'une grammaire à un moment donné dans votre ouvrage, Élisabeth Cardin. C'est pas anodin de nommer les choses. Hein, quel rôle ça joue pour qu'on se les réapproprie? Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on a perdu ces savoirs-là. On ne sait plus nommer ni les plantes, ni les animaux, ni les poissons. Oui, en fait, c'est peut-être le cœur du livre sans que ça paraisse. Parce que le livre qu'on a écrit ensemble, on a voulu que ça soit, comme Michel expliquait, c'est spécifique. Chaque aliment a eu son rôle dans le développement de certaines des nations qui ont fondé finalement ce qu'est aujourd'hui notre culture culinaire. Donc, on se promène. En fait, c'est important pour nous qu'on retrouve toutes les régions du Québec, puis toutes les nations, puis toutes les saisons aussi. Fait qu'on fait un voyage du printemps à l'hiver là-dedans aussi, sans s'en rendre compte. Oui. Puis la nomenclature, Michel est comme un passionné aussi de la linguistique, fait qu'on en a parlé. Oui. Puis lui, il s'est promené. Là, je parle pour vous, hein, vous savez ça. Je fais souvent ça. Il s'est promené dans toutes les régions, il a rencontré plein de gens dans des villages. Puis tu sais, chaque recette a un nom différent dans chaque village. Fait que ça, c'est beau pour illustrer toute la poésie qu'il y a dans les familles à travers le temps. Puis sinon, tu sais, moi, je parle beaucoup parce que ce qui me tient à cœur dans cet ouvrage-là, c'est de présenter la connexion qu'on a perdue entre nous et la nature à travers l'alimentation. C'est comme si les aliments ont été dénaturés par l'arrivée des industries, puis des commerces qui nous épatent avec toutes sortes de branding puis de couleurs, mais on a comme oublié qu'ultimement, ce qui nous nourrit, c'est la nature, puis on voulait un peu présenter, retrouver, redonner l'envie, en fait, de se reconnecter à la nature à travers ce qu'on mange, puis à travers les choix qu'on fait. Fait que d'apprendre à nommer, puis dans l'essai, entre autres, je raconte toutes sortes de mots qui seraient importants de retrouver quand on parle d'alimentation. Pas juste de parler de saveurs, puis de souvenirs, mais de parler aussi de choix social, de poésie, de spiritualité, de bonheur, d'écologie, etc. Donc, on trouve un peu ça aussi dans notre ouvrage. Dans le fond, chaque aliment, je dirais, a une dimension verticale qu'on oublie. Quand je dis une dimension verticale, puis qu'elle appelle le côté spirituel des choses, chaque aliment est porteur de symboles. Il y a une histoire, il y a la relation de gens avec des aliments. Comme quand on était petit, tu sais, on avait une relation, par exemple, avec tel aliment. C'est des émotions souvent positives qui sont rattachées à ça. Oui, il y avait souvent une saisonnalité aussi. Hein? En plus. Les petites fraises arrivaient à tel moment, les bleuets. Ça, on les mangeait avec telle chose. Oui. C'est ça. Moi, dans les petites fraises, justement, la confiture de petites fraises des champs, ma mère nous servait ça avec de la galette à l'ani. Ah oui? Tu connais ça, la galette à l'ani? Je devine un peu, mais... En fait, c'était une brioche, oui? Une espèce de pain brioche, dans lequel on mettait du carvi sauvage. OK. Alors, moi, ma mère venait de la région du Bas-Saint-Laurent. Puis c'était, comme toi, oui. C'était très populaire là-bas de faire des brioches avec ça. Dans le temps de Pâques, entre autres, là, on faisait une belle brioche pour le matin de Pâques, puis on mangeait ça avec la confiture de fraises, la petite confiture de fraises des champs. J'en fais justement dimanche. Là, je reçois mes enfants, puis c'est ce que je vais leur faire. Alors, pour moi, c'est quelque chose qui mériterait d'être connu encore. On voit nulle part dans les épiceries des galettes à l'ani. C'est vrai. Puis chaque région avait un petit peu cette relation-là particulière avec des herbes sauvages ou avec, surtout la Gaspésie. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que des régions périphériques qu'on appelle, comme l'Abitibi, la Gaspésie, le Témiscamingue,
ont gardé beaucoup de recettes anciennes que les gens font encore aujourd'hui. Puis malheureusement, ben, la génération, je dirais ma génération, a mal passé cet héritage culinaire-là aux enfants, ce qui fait qu'il y a une coupure. Heureusement, les plus jeunes, eux autres, ils voudraient connaître cette cuisine-là, puis c'est bien intéressant pour moi, en tout cas. Oui, mais j'ai un million de Oui. questions, là, mais j'ai envie de vous demander, parce qu'il y a vous le mentionnez dans votre essai, Elisabeth, puis vous citez Joel Salatin, là, cet agriculteur américain bien connu. J'ai envie de vous demander, pour vous, c'est quand le point de bascule? Parce que vous dites, notre génération, on n'a pas bien fait le travail de transmission. Dans notre histoire, il est où ce point-là où on pourrait peut-être essayer de revenir en arrière puis de rattraper les recettes avant qu'elles tombent en bas de la table? Moi, si je me réponds? Oui. Moi, j'ai l'impression que c'est arrivé à partir des années 60. Le mouvement de bascule est arrivé à ce moment-là parce que là, avec ce qu'on appelle le flower power, là, les beatniks, tout le monde voulait s'en aller aux États-Unis, en Californie. C'était l'époque où on rêvait aussi d'aller partout dans le monde. Il y a eu, avec la télévision, un engouement pour l'Asie, voyager partout dans le monde. Puis d'ailleurs, même les gens de mon âge, là, c'est encore super important, c'est les gens qui voyagent partout, qui font des croisières. Le monde est intéressant, mais nous autres, on n'a pas grand-chose. On s'oublie à On travers s'oublie, ça. puis on se réduit à peu de choses. C'est comme si notre cuisine, c'était, je dirais, du pâté chinois, des fèves au lard, La finalement, tourtière. très, très peu de choses, alors qu'on avait une cuisine extrêmement variée. On cuisinait avec les plantes sauvages, on cuisinait avec les animaux qu'on élevait, les jardins, les légumes, etc. Moi, j'ai été fasciné. Les personnes âgées m'ont raconté tellement des choses intéressantes que je trouve ça extraordinaire que notre passé soit si riche et si peu connu. Oui. On parle aussi, puis vous l'évoquez dans votre livre, de la notion de communauté. Et ça, je trouvais ça très, très beau. À un moment donné, dans votre livre, vous nous dites, la communauté, on a l'impression que ce sont des gens dans un même lieu, mais ça va au-delà de ça. Expliquez-nous votre vision, votre perception de ça. Ben en fait, quand j'ai écrit ça, je pensais à la communauté des gens qui sont disparus et les gens qui s'en viennent. Je trouve qu'on a beaucoup l'habitude de vivre pour le présent, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi quand on pense à la spiritualité, par exemple, mais en termes d'évolution de société, on a besoin de travailler avec ceux d'avant puis avec ceux d'après. Donc, pour moi, la communauté est comme vraiment plus vaste que juste les humains qui vivent en ce moment, tu sais. Fait que je parle beaucoup des mémoires ancestrales qui sont véhiculées par les aliments, mais aussi par les gens, puis par... C'est peut-être un peu ésotérique des fois, je m'en vais par là, mais je trouve que c'est important de se rappeler qu'un aliment est porteur d'énergie, l'énergie qu'il a reçue, le soleil, le sol, l'eau d'un même lieu, puis l'énergie aussi que les artisans y mettent. Donc, j'ai l'impression qu'on a oublié qu'il y a beaucoup de bonheur dans un aliment qui a été heureux. Je ne sais pas si je peux me permettre ça, mais donc c'est un peu ça que je disais. Je pense souvent au retour des semences ancestrales. Ça s'en vient, ça. Pour répondre à votre question précédente, pour compléter ce que Michel disait, j'ai l'impression que quand la nourriture est devenue une marchandise qui génère un capital, quand on s'est dit, ben c'est la production avant tout, c'est là, pour moi, que tout a basculé. Parce qu'on a perdu, comme je disais tantôt, la notion de nature. Donc, tu sais, quand un animal est devenu comme une marchandise qu'on produit en usine, c'est aberrant. Puis ça se peut pas qu'on soit heureux en mangeant quelque chose qui a été malheureux. Donc, c'est un peu ça, ma philosophie par rapport à ça. Vous vouliez réagir? Non, je trouve ça intéressant. Oui, bien, c'est drôle que vous mentionniez ça parce qu'il y a aussi tout un rapport dans les deux livres, en fait, à des gestes d'une grande simplicité, pourrait-on dire, mais qui sont extrêmement cohérents quand on pense à se nourrir de manière connectée avec notre territoire. Donc, vous parlez de cueillette, beaucoup, de chasse, de pêche. Et bon, quand vous parlez de ces animaux qui sont heureux ou malheureux, bon, peut-être que c'est sûr que le moment de la mort, c'est un moment malheureux, mais ce sont quand même des animaux qui auront vécu
une belle vie dans la nature. Pourquoi vous trouvez que c'est important? On s'entend que c'est pas donné à tout le monde de prendre un fusil puis d'aller chasser, mais pourquoi vous trouvez que c'est des gestes qui sont porteurs de sens? Je peux me Oui. permettre. Oui, parfait. Oui. Je veux qu'on parle égal. Oui, je comprends. Bien, en fait, mon essai a été construit sur ce principe que pour protéger l'environnement, protéger ce qui est important pour la vie, il faut d'abord commencer par expérimenter la nature. Donc, ces gestes-là qui sont soit aller à la pêche, aller cueillir, ou juste aller faire une balade puis essayer d'identifier des choses. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui peut se rendre en forêt. Par contre, on peut s'éduquer, on peut lire, on peut regarder des documentaires. Il y a plein de manières d'accéder à cette culture-là, mais il faut expérimenter la nature pour pouvoir la comprendre et s'en émouvoir, pour s'y attacher, pour avoir envie de la protéger. Puis avoir envie de la protéger, c'est pas nécessairement de manifester, tu sais, puis de faire des grandes actions. C'est des tout petits gestes. C'est dans le choix des aliments qu'on fait au supermarché, ou en fait, c'est de varier nos achats, d'aller voir les petits producteurs, d'essayer de prendre un peu plus de temps pour développer l'envie de cuisiner des légumes méconnus, d'aller rencontrer les fermiers. Fait que c'est de la politique dans des micro-gestes, en fait. Oui. De faire ses cueillettes puis de faire son jardin aussi. Ouais. On peut planter quelques plantes quand on habite Montréal sur le balcon, etc. Moi, j'ai près de 80 ans et ça fait depuis l'âge je dirais, de 24 ans que je fais un jardin chaque année. J'ai jamais manqué une d'année où j'ai pas fait de jardin. Bravo. Et donc, je me nourris de ça fondamentalement. Puis je congèle, puis je sèche des choses. Je fais comme nos ancêtres faisaient, là. Je fume les truites que je prends, etc. Ah oui. Donc, ça permet d'avoir une cuisine qui est proche de notre histoire, mais aussi qui est économique aussi, il faut dire. Voilà. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent « Ah oui, mais se nourrir selon les saisons, le territoire, ben, ça veut dire grisaille, c'est peut-être synonyme de pauvreté. » Aussi, les gens voient ça comme une cuisine de subsistance. Qu'est-ce qu'on doit répondre à ça? Je suis étonné d'un pareil raisonnement. Mais on l'entend souvent. Oui. Moi, je l'entends très, très souvent. Ah oui. Les légumes racines, on en a soupé, là, rendu au mois de novembre, on est déjà tanné, là. Mais c'est étrange, ça, parce que moi, dans mon frigo d'hiver, là, il y a comme peut-être 15 variétés différentes, tu sais, en roulement comme ça. Puis je pense qu'il faut juste apprendre à cuisiner autrement. Peut-être qu'on est pris dans des stéréotypes de recettes avec un aliment particulier. Tu sais, comme je pense souvent aux recettes de Simon là-dedans, parce qu'on a fait une recette par aliment avec l'ancien chef du Manitoba, qui est un maître de rendre un légume racine plate et hivernal en un espèce de plat à se pitcher à terre. Là. Je pense entre autres au rutabaga, sa recette. Il fait un rutabaga qui tranche à la mandoline, qui congèle pour aller faire sortir les sucres. Puis ensuite, il dépose un espèce de bouillon de volaille avec un bout de foie gras de canard, des grains de sarrasin soufflés, des pétales de rose. Tout ça vient d'ici, puis c'est comme une explosion de saveur. Fait que je pense qu'il faut revoir l'aliment, apprendre à le découvrir sous toutes sortes de facettes. Moi, j'ai pas de problème. En tout cas, ça fait très longtemps que j'ai pas acheté un légume qui vient d'ailleurs. Je suis comme pas capable. Mais il faut commencer, il faut faire le choix. C'est comme quand j'ai appris à conduire manuel. Je ne le savais pas, j'ai acheté une auto manuelle, puis j'ai pas eu le choix, tu sais. Donc, de se donner des contraintes, de se dire, je vais acheter peut-être, OK, je fais une exception, je vais acheter, disons, je suis pas capable de me passer d'oranges. Bien, je vais acheter des oranges, mais tout le reste, je vais congeler mes fraises, je vais congeler mes petits fruits. C'est pas nécessaire d'avoir tout ce qui est disponible tout le temps, en tout temps. Puis ça tue un peu aussi, je trouve, l'espèce de poésie des saisons dans l'alimentation. Tu sais, de retrouver un aliment comme on retrouve quelqu'un qui est parti en voyage. Tu sais, quand tu reviens puis tu retrouves les têtes de violon puis les asperges puis le crabe en même temps. Puis là, tu sais, pour moi, c'est un grand voyage dans notre culture que d'attendre, d'être patient. C'est une fête aussi. Oui, c'est une fête. Vous vouliez rajouter quelque chose, oui? Oui, bien, je voudrais absolument parler du nouveau rapport qu'on doit avoir avec l'agriculture. Parce que je trouve que
On est en train de vivre collectivement des grands changements climatiques. On vit en même temps une espèce d'urbanisation croissante des gens, de sorte que le rapport à l'alimentation est en train de changer. On se retrouve un petit peu comme dans la situation au début de l'agriculture il y a 10 000 ans, dans le sens que à l'époque, on vivait la déglaciation de la planète, puis on vivait en tout cas toutes sortes de grandes transformations climatiques aussi. Puis là, les humains ont eu l'idée de rapprocher les aliments d'eux-mêmes. Fondamentalement, l'agriculture est née parce que des gens qui ont voulu rapprocher les aliments sauvages, parce qu'avant ça, ils étaient obligés de partir, d'aller chasser, puis aller ramasser les plantes sauvages pour pouvoir se nourrir. Et on dit, si on amenait ces aliments-là proches de nous autres, ce serait bien plus facile. Puis c'est comme ça, d'ailleurs, que les villes sont nées par après, les plus gros villages, parce qu'on avait compris que si on rapprochait les aliments de nous-mêmes, ce serait plus facile. Bien, je dirais qu'aujourd'hui, la réflexion, moi, je la fais, si on rapprochait les aliments, les vrais aliments de nous-mêmes, plutôt que d'aller au magasin, de les acheter et que l'industrie nous les envoie de Chine ou je ne sais pas trop où. Autrement dit, l'agriculture locale, puis pas juste l'agriculture locale collective, mais l'agriculture personnellement, à être responsable de se nourrir, bien, on retrouverait je dirais, le sens profond du mot agriculture, qui veut dire rapprocher l'aliment de soi. Fort intéressant. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque part une notion d'éducation aussi? Bon, vous avez vos enfants, petits-enfants. Ouais, j'imagine qu'ils sont très, très privilégiés de vous avoir. Mais c'est pas, on le disait, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir sortir en forêt. Est-ce que, au même titre qu'autrefois, on apprenait à coudre à l'école, et ça revient un peu, on le voit qu'il y a de plus en plus d'écoles qui se dotent de serres, notamment. Mais il m'arrive de rêver à des camps de vacances où les jeunes iraient essayer de rapprocher justement la nature, l'agriculture, le sauvage. Est-ce que ça pourrait faire partie d'une piste de solution? Ça devrait être la première, tant qu'à moi, là. Je pense souvent à ça parce que je me dis que l'alimentation est tellement un sujet qui relie tous les autres sujets. Tu sais, dans un programme scolaire primaire, secondaire, on passe à travers la géographie, de l'économie, de la biologie, l'histoire, du développement du territoire, l'histoire des Premières Nations. Tu sais, puis on le voit là, comment c'est thérapeutique pour les enfants de se rapprocher des choses concrètes. J'ai l'impression que que l'alimentation devrait toujours être en trame, comme en fond de tout, en parallèle avec toutes les autres notions. J'ai l'impression que ça pourrait être possible, puis je vais lancer une idée que je pense pas que je suis la première à penser à ça, mais j'ai pensé parce que je me questionnais à savoir pourquoi est-ce qu'on a 2 mois de vacances l'été, mais pas l'hiver. Puis là, historiquement, j'ai compris que c'est parce que dans le bon vieux temps, on avait besoin des enfants pour les récoltes. Donc, on a fait des vacances pour que les enfants travaillent au champ. Puis là, c'est plus notre réalité. On est comme plus adapté. Puis j'ai l'impression que c'est un grand projet de société, mais si on inversait, puis qu'on avait 2 mois de congé l'hiver, alors qu'il fait pas beau, qu'il fait noir à 4 heures, qu'on est déprimé, que c'est dur de se déplacer, on reste à la maison, on apprend à conserver les aliments, on apprend à ralentir au même rythme que la nature. Puis l'été, bien, on est en plein dedans. Parce que là, on commence des jardins avec les enfants, puis ils finissent l'école avant les récoltes. Fait qu'ils font pas tout le processus d'apprentissage. Puis à la maison, c'est pas évident, les parents travaillent et tout. Donc j'ai comme l'impression qu'il y a à revoir un peu notre rapport avec nos saisons puis avec l'éducation. Pour se reconnecter. Ouais. Vous pensez quoi de ça, M. Lambert? J'ai jamais parlé de ça. Hein? Des vacances en hiver? Bien, je pense qu'autrefois, justement, nos parents prenaient le temps d'hiver pour réfléchir, pour penser, mettre un petit peu de planification pour les futures récoltes, etc. C'est à ce moment-là qu'on... Puis aider la communauté aussi, tu sais, oui, s'entraider pour passer à travers. On faisait des billes, on appelait ça des billes, oui. Pour s'aider, justement. Puis pour faire des billes, on en profitait pour se faire de la bière et on se faisait des bonbons, etc. Le vin qu'on avait préparé était prêt, donc on profitait aussi. C'était la fête, c'était le temps des mariages, etc.
Oui, ça, j'ai lu ça effectivement dans quelque part. J'avais jamais. Aujourd'hui, on se marie beaucoup plus en été. Oui. J'étais étonnée d'apprendre ça. Parce que l'été, on travaillait justement à produire les aliments. Oui. Il y a dans ce livre, L'érable et la perdrix, une espèce d'arrêt sur image en plein milieu quand il est question du navet. Et j'ai trouvé ça très, très beau. Et j'aimerais que vous nous en parliez de la symbolique de cet aliment-là et des réflexions vers lesquelles il vous a mené. Moi, je peux commencer. Oui, oui. Le navet, c'était, je dirais, le légume principal du Moyen Âge. Mais vous savez, au Moyen Âge, on considérait, en France et en Europe surtout, on considérait les êtres humains, je dirais, par des classes sociales. On les divisait en classes sociales. Or, on classifiait les aliments de la même façon. Il y avait des aliments de première classe, des aliments de basse classe, puis des aliments les plus bas. C'était tous des aliments racines ce qui poussait dans la terre. Donc, le navet, entre autres, c'était le pire des aliments. C'était donc réservé aux gens pauvres, aux gens de la basse classe, puis jamais des ecclésiastiques ou des gens riches ou des nobles ne mangeaient de navet. Et c'est au point même qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le navet en voulant dire, voyons, c'est de la nourriture de pauvres, de la nourriture de... en bon québécois, on dirait quétaine, tu sais, un légume quétaine. Puis en France, c'est la même chose d'ailleurs, c'est la même attitude qu'on a par rapport au navet. Alors qu'en réalité, le navet, c'est un excellent légume pour la santé, c'est un beau légume facile à cultiver. Facile à conserver aussi. Facile à conserver, puis qui est encore meilleur quand on le fait nous-mêmes, parce que, je me souviens, mon père, il disait, on ne ramasse jamais le navet avant le mois d'octobre, parce qu'il faut qu'il gèle pour qu'il développe son sucre. Oui. Puis à ce moment-là, il est 10 fois meilleur. Puis c'est rare qu'on mange du bon navet qu'on achète à l'épicerie parce qu'il n'a pas été produit de la bonne façon, je dirais. Alors ça, c'est super intéressant de voir ça. Mais c'est sûr que socialement, le navet, c'est pas considéré, en tout cas, comme un bon légume. Puis là, je te laisse continuer. Ben, Toi, je tu as eu m'en la rappelle misère avec plus, ça? notre texte. Ben- Ah oui, c'est parce que c'était très dur pour moi parce que je me disais, qu'est-ce que je vais dire là-dessus, tu sais? Puis pour vrai, j'avais commencé un poème sur le navet, puis c'était épouvantable. Je peux pas envoyer ça à l'éditeur, tu sais. Puis, ben, en fait, c'est devenu une espèce de conversation entre moi et Michel. Puis le navet est devenu une espèce de symbole pour moi de la nouvelle agriculture, en fait, de la diversité dans ce qu'on nous présente dans les petites fermes à échelle plus familiale. Et du geste politique aussi. C'est devenu Ben, politique. oui, parce que quand j'achète son navet, Oui. le navet d'un agriculteur Oui. là, qui l'a fait Ouais. pousser pas loin de chez vous, je choisis de guérir la nature. Oui. Donc, Rien de moins. Rien de moins. Mais en fait, c'est de comprendre qu'on a toute une diversité, puis on devrait se faire un devoir de connaître chaque aliment pour vraiment suivre les saisons. Puis l'aliment racine est l'aliment réservoir d'énergie. Puis c'est des aliments, ça tombe bien, ça se garde longtemps. Donc, tu sais, moi, je suis comme pour le retour des caveaux, là. Je milite pour le retour des caveaux dans les maisons, des endroits dans l'architecture moderne, là. Ce serait le fun qui prévoit des endroits pour conserver Les la aliments. nourriture. Ouais. C'est juste Oui, une allez-y, petite parenthèse vite, c'est que les maisons modernes, on accorde beaucoup d'importance aux chambres à coucher, au garde-robe pour ranger le linge, très, très peu pour les légumes puis les C'est un aliments. walk-in, là. Y a-t-il quelque chose C'est de tellement plus beau? révélateur. Il y a plus de place pour nos talons hauts que Oui. pour nos légumes Nos racines. navets. Non, mais c'est parce qu'il y a ce passage très, très beau. Vous dites, si l'humain se place en situation de modestie face à la nature, alors il saura apprendre d'elle et il deviendra son guérisseur. C'est manger ce qui nous entoure en préservant l'équilibre des écosystèmes. En ce sens, c'est une révolution. Et je trouvais ça très beau, l'aspect modestie, hein? Ouais. Et ça rejoint toutes sortes d'autres choses qui sont dites dans ce Mm. livre-là et dans le vôtre sur, je pense que c'est dans votre essai, cette conception chez les Autochtones qu'il n'y a pas la nature
Bien, c'est la base hein, Voilà. de notre philosophie commune. Ça, quand on s'est rencontrés, on s'est rendu compte qu'on avait une manière de percevoir la nature qui était semblable, qui est très inspirée de celle des Premières Nations, qui n'ont même pas de mots pour définir, en fait, la nature, parce qu'ils en font partie. Donc, pourquoi décrire quelque chose que nous C'est sommes? pas à côté de nous, Ouais, c'est ça. on est dedans. On est dedans. C'est oui. ça. Fait que, tu sais, je pense que quand on a décidé de prendre le contrôle de la nature pour nous alimenter, on a oublié d'être à son écoute. Puis c'est là qu'elle est devenue malade. Donc, il faut juste revenir puis apprendre d'elle plutôt. Oui, tout à fait. Bon, j'ai envie de revenir un petit peu au langage, se réapproprier le langage, parce que ça, c'est quelque chose je pense aussi, à travers l'éducation, peut-être qu'on pourrait se reconnecter et aller au-delà de... Moi, j'ai de jeunes enfants, puis je me suis mise à apprendre le nom des plantes et des fleurs parce que honnêtement, j'avais honte. Je me rendais compte qu'on voyait une jolie fleur et je disais, ah oui, la jolie fleur jaune est belle. Hein? Mais je voulais aller au-delà de ça et je pense que collectivement, peut-être que je me trompe, mais il me semble qu'on a pas mal de travail à faire pour se réapproprier ces noms-là, puis ce qui nous lie au territoire. Je vais vous raconter une anecdote. J'écoute. Une partie de ma vie, j'étais chef cuisinier, j'avais Oui. mon auberge. Et un matin, je suis sorti dehors, j'entendais les oiseaux, je trouvais ça merveilleux, puis je n'étais pas capable de les nommer. Je regardais les fleurs en me retournant chez moi, je regardais les fleurs, puis il y avait une ou deux fleurs que j'étais capable de nommer, puis les autres, je ne les connaissais pas. Puis vous les aviez grandis avec, vous Ben les aviez oui. vus toute votre vie. Ben oui, donc j'étais un ignorant total de la nature qu'il y avait à côté de moi. Donc je connaissais encore moins toutes celles qui étaient comestibles. Oui, leur propriété. là. Voilà, c'est ça, jusqu'au jour où j'ai rencontré André-François Bourbeau, qui était un professeur à l'Université de Chicoutimi. Et c'est lui qui est parti dans le bois vivre, puis il s'est nourri avec les aliments là, qui étaient dans la nature. Il s'est fait, comme on dit, jeter en parachute par un avion, puis il a vécu pour voir s'il était capable de se débrouiller juste à se nourrir de ce qu'il y avait dans le bois. Et ce gars-là, avant de partir, il s'est informé, il avait appris à connaître tout ce qu'on pouvait faire avec du sapin, de l'épinette, de toutes les plantes sauvages. Et c'est lui qui m'a montré, face à mon ignorance, j'ai dit, je vais aller voir quelqu'un qui connaît, puis j'étais fasciné d'avoir 100 pieds autour de la maison, plein de choses comestibles, plein de choses. C'était une révolution pour moi, et c'est pour ça que après ça, quand on a ouvert notre auberge, tous les jours, j'allais faire mes cueillettes de plantes sauvages, puis j'ai créé des recettes avec toutes ces plantes-là. Ça faisait partie de mes spécialités, si on veut. Donc, il y a encore du travail à faire pour se réapproprier notre cuisine puis nos aliments qui poussent autour de nous. Vous avez, tous les deux, vous partagez plein de choses, mais entre autres, Oui. effectivement, la restauration, parce que vous avez été restaurateur également pour vous, Élisabeth. C'est pas la même époque, évidemment, mais vous l'avez fait sur une durée. Dites-moi, dans votre cas, et pour vous, Élisabeth aussi, est-ce que vous avez vu les choses évoluer? Sentez-vous le vent tourner? Bien, Michel était là. Michel aurait été un super chef. Bien, il était un super chef, mais je veux dire, en ce moment, là, dans la folie de tout ce qui se passe, les gens sont très allumés. Là. Moi, j'ai vu, même en 8 ans, Oui. l'évolution, mais les gens étaient prêts, là, étaient prêts à apprendre ce qui se mange dans leur cour, dans leur forêt. Puis, le livre Forêt, d'ailleurs, qui est paru chez Cardinal, comme un best-seller à tout casser parce que c'est simple, c'est toutes les plantes qui poussent partout. Moi, je l'ai vu le changement, mais je ne sais pas, dans votre cas, vous étiez un peu trop en avance, je pense, sur l'époque. Moi, j'ai pratiqué mon métier, je dirais, à partir de 1985. Et, Jusqu'à 2000 environ, jusqu'à 2000, hein? oui. Mais à l'époque, ça se faisait en France, puis ça commençait à se faire en Italie aussi, ça commençait un peu partout dans le monde, je dirais, à cuisiner chacun son territoire. De sorte que, assez rapidement, j'ai eu des journalistes français qui sont venus chez nous puis qui ont parlé de ma démarche. Ah oui? Puis là, après ça, j'ai eu d'autres Français qui sont venus. J'avais beaucoup d'Européens qui venaient, qui étaient ouverts à cette façon de s'ouvrir.
Puis évidemment, les Québécois sont venus après parce que si les Français connaissaient l'affaire, Disent que c'est bon. s'ils disent que c'est bon, ça doit être bon, donc on va y aller. Là. C'est un petit peu ça que j'ai vécu. Mais oui, effectivement, j'imagine qu'à cette époque-là, vous étiez en avance sur votre temps. Vous étiez un avant-gardiste, en fait. Oui, parce que les premières fois que j'ai servi des plantes sauvages, les gens disaient que je faisais manger du gazon au monde. Je me rappelle, mes voisins disaient ça. Ah. Lambert, il fait du gazon, il donne du gazon à manger. Mais est-ce qu'il y avait les gens qui venaient au restaurant, ils étaient ouverts à ça? Oui, bien, après avoir goûté, c'est sûr. Mais il y avait une réticence toujours, même des choses comme... je vais vous donner un autre exemple. J'ai appris avec le temps, des fois, à ne pas nommer les choses. Ah oui. Je disais, par exemple... Comme avec les enfants. Oui. Je me souviens, j'avais une entrée de poisson du Saguenay et je l'appelais le trio maritime ou le trio saguenéen. Puis bon, alors les gens goûtaient. Cryptique à C'est une souhait. expérience à ce moment-là, ils goûtaient. Puis je me souviendrai toujours, j'avais un groupe de 17 femmes, une association quelconque. Et le poisson qu'elles avaient mieux aimé, c'était tel poisson avec une arête en plein centre, un poisson fumé. Puis quand je leur ai dit ce que c'était, bien, il y en a une qui est partie à la chambre de bain pour aller aux toilettes parce que Mais c'était quoi, C'était Michel? quoi? c'était de l'anguille. C'était de l'anguille, c'est ça que j'ai pensé. C'est mon préféré. Le chapitre sur l'anguille est le fun. Elle n'était Oui. pas capable, ça passait pas. Sa tête, ça passait pas. Pourtant, c'est ce qu'elle avait aimé le plus. Pour vous dire qu'on mange beaucoup avec notre tête et avec nos préjugés, etc. Oui, oui. Oui. Effectivement, le chapitre sur l'anguille, puis c'est un bel exemple aussi d'une... à un moment donné, vous parlez à quel point cet aliment-là avait de multiples usages. Hein, quand on dit qu'on Absolument. on devrait pas gaspiller, je pense qu'il y avait... on s'en servait là, de la tête jusqu'au bout de la queue. Oui, on ramassait la peau, puis on faisait une espèce de cordage. On tressait même des chaises avec ça, parce qu'autrefois, on faisait des chaises avec des fils là, attachés. Un peu comme de la babiche. De la Ouais, de la babiche, babiche c'est ça. d'anguille. C'était une sorte de babiche, absolument. Ah oui. Puis les Autochtones s'attachaient les cheveux aussi, avec de l'anguille étirée, non? Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Ah oui. C'est quoi vos plus... Parce que ça fait des années là, que vous bourlinguez, vous vadrouillez dans les forêts. C'est quoi vos plus beaux coups de cœur, vos plus belles découvertes? Comme ingrédient, vous Oui, voulez dire? comme ingrédient. Mais moi, j'ai un faible, c'est plate, mais j'ai un faible pour des plantes qui sont vulnérables, en fait. Donc, tu sais, j'en parle dans l'essai au début. Moi, en fait, c'est sentimental parce que tout ça a commencé avec mon grand-père qui m'a montré. Il n'était pas un grand connaisseur des forêts, mon grand-père, mais dans notre famille, on cueillait du carcajou, qui est du réfort sauvage, en fait, qui lui appelait le cresson ou le corson. Puis qu'on allait tout le temps cueillir ça, puis on se faisait des marinades. Juste, c'est comme une longue racine, là. On n'a jamais vu ça, en fait. Tu sais, j'en ai jamais vu vraiment dans un marché ou quoi que ce soit, mais c'est protégé parce que, justement, c'est une racine, puis la plante est fragile, comme l'ail des bois. Tu sais. Fait que Oui. moi, cette période-là de l'année, quand j'arrive dans une érablière, puis que je trouve le lazaret du Canada, qui est le gingembre sauvage, Oui. on faisait en fait la gomme à savon à l'époque, la gomme Trill, le mauve, là. Ah oui? Les gommes à savon étaient faites, aromatisées avec le gingembre sauvage de nos érablières. Maintenant, c'est synthétique, mais ça goûte encore. Quand on goûte une racine, tout de suite, on repogne le souvenir de la gomme. Ah oui? Mais fait que le réfort sauvage, l'ail des bois, puis lazaret, moi, c'est comme mon trio. On a le droit d'en cueillir une petite quantité pour la maison. Donc, à chaque année, je me ramasse mon pot de carcajou. Ça m'a comme éveillée aux saveurs qu'il y avait. Tu sais, il y a des saveurs vraiment particulières dans nos forêts. Tu sais, c'est pas juste vert, c'est piquant, il y a des trucs qui goûtent la roquette, il y a des champignons qui goûtent l'érable, il y a tout ça. Puis les champignons, bien sûr, que ça, c'est un immanquable. Là. Si on pouvait réapprendre la mycologie au Québec, on serait heureux parce qu'il y a vraiment des délices dans nos forêts. Méconnu. Ouais. Un coup de cœur. Parmi toutes les... Bon, vous avez signé 5 tomes magistraux sur toutes sortes de cuisines de différentes régions du Québec. Bon, j'en ai parlé tout à l'heure de l'année, Oui, oui. de l'année, le carbi sauvage. C'est mon plus lointain souvenir.
J'avais 4 ans, puis ma mère elle m'amenait ramasser le carvi dans le fossé en avant de chez nous. On habitait dans un rang à Albanel, au lac Saint-Jean, puis on allait ramasser ça devant. Je me souviens très bien, c'était des graines là, au bout des grandes tiges, à peu près ça d'eau. Là. Puis on conservait ça tout l'hiver. Donc c'est un aliment pour moi important, c'est relié à une histoire personnelle. Puis je vous ai raconté tout à l'heure qu'elle en mettait dans les brioches, Oui. la galette à l'année. Puis la deuxième chose, peut-être que c'est les morilles, Ah oui. les champignons, les morilles. Quand on a ouvert notre auberge, je me souviendrai d'un des premiers déjeuners que j'ai servi. Je suis sorti le matin pour aller chercher quelque chose que je pourrais mettre dans mon omelette. Et il y avait de magnifiques morilles au pied de ma galerie qui avaient poussé. Alors j'ai amené ça, puis c'était des clients français. Ils n'en revenaient pas que je serve pour déjeuner, un petit simple déjeuner, une omelette aux morilles, Qui est un des champignons les plus chers que les au autres monde. coûtent une fortune. Ah, Et, en tout cas, pour moi, ça faisait partie, vous voyez. Puis par après, j'allais le matin ramasser les morilles. Pour ça, puis les morilles fraîches avec des œufs, c'est impeccable. Là, tu sais, c'est le goût. Tu vas chercher vraiment le goût de la morille avec l'œuf. C'est pas compliqué. C'est les plus beaux souvenirs. c'est touchant. Ce livre-là, ces deux livres, en fait, qui se recoupent beaucoup dans leur thématique. Entre les mains de qui vous voudriez qu'ils tombent? C'est quoi votre souhait par rapport à ça? Michel, mais je pense qu'on s'est forcé hein, quand on l'a écrit, puis quand on l'a fait, quand on a travaillé avec le graphiste, ça c'était quelque chose qui revenait souvent, l'intemporalité du livre. On voulait qu'il n'y ait pas d'âge, mais qu'il s'adresse à tous les âges. Tu sais. C'est sûr qu'un enfant ne va pas se mettre à lire toute l'histoire et tout ça, mais on a plusieurs styles, puis c'est très aéré, puis il y a comme des pauses, il y a de la poésie, il y a des textes super historiques. Fait que moi, j'ai l'impression que ça touche à tout le monde, en fait. Puis on le voit quand on rencontre des gens. Il y a des gens de 20 ans, des jeunes chefs, des gens intéressés à l'alimentation, comme il y a des personnes âgées qui retrouvent des souvenirs. Fait que moi, j'aimerais ça. C'est sûr qu'on veut que ça soit le plus de personnes possible, mais il a été fait en fonction d'attirer l'œil de tout le monde, puis les souvenirs de tout le monde. En tout cas, il y a eu des commentaires des femmes qui aimaient beaucoup l'aspect poétique du livre, puis des gars qui aimaient plus le côté scientifique. Mais dans les faits, tout à l'heure, j'ai eu des gens qui sont venus au kiosque, des gars qui disaient que ce qu'ils aimaient, c'était l'aspect poétique, puis le cœur qu'il y a dans le livre. Donc, ça rejoint tout le monde. Oui, c'est très touchant, très émouvant. En tout cas, moi, vous m'avez ému tous les deux. Et vous avez piqué ma curiosité. Vous m'avez appris plein de choses. Ça a été vraiment un bonheur à lire et je pense que certains l'auront sous le sapin, auront les deux, en fait, parce que pour moi, ils sont un peu indissociables, en fait. Je trouve qu'il y a vraiment une belle connexion, de beaux échos de l'un à l'autre. Alors, merci beaucoup, Élisabeth Cardin. Michel Lambert, ça a été un plaisir de discuter avec vous. Et Merci. puis, longue vie à ces beaux livres-là. Merci. 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 Que mon écriture était très bande dessinée et je pense que pour